Août 2020, Angleterre, des centaines de lycéens descendent dans la rue avec une seule phrase sur leur pancarte. Fuck the algorithm. Ce jour-là, un logiciel d'État venait de décider de leur avenir et personne n'avait demandé leur avis. Épisode quand un algorithme a noté le bac. Chapitre 1, le jour où la machine a rendu les copies. L'été 2020, des examens annulés, un algorithme convoqué à la place des examinateurs. Ce que ces chiffres révèlent sur la façon dont une société automatise ses inégalités. Mettons-nous dans la peau d'un lycéen de 17 ans, à Birmingham, été 2020. Les examens n'ont pas eu lieu, le Covid-19 a tout annulé dès le mois de mars. Son professeur l'a observé toute l'année, l'a évalué en continu, a transmis une note estimée au régulateur. Et le 13 août, il ouvre son relevé de résultats. 2 grades en dessous de ce que son enseignant avait prédit. Aucune épreuve ratée, aucun effort insuffisant, simplement un lycée dont les anciens élèves n'avaient pas brillé. L'algorithme d'Ofqual, le régulateur britannique des examens, avait décidé à sa place. Ce n'est pas une anecdote isolée. Selon la BBC, sur près de 720 000 copies notées cet été-là, 39% ont été rabaissés par rapport aux estimations des enseignants selon Ofqual. Environ 280 000 entrées abaissées d'un grade ou plus. 39%. Près de 2 copies sur 5 portent une note que le professeur n'a pas donnée. Une note produite par un système qu'ils ne peuvent pas interroger, dont ils ne peuvent pas voir le code et contre lequel il n'existe aucun recours immédiat. Pour comprendre l'ampleur de l'enjeu, il faut rappeler ce que représente un A-level au Royaume-Uni. C'est l'équivalent du baccalauréat, mais c'est aussi le sésame direct pour l'entrée à l'université. Les grandes universités britanniques, Oxford, Cambridge, le système d'admission centralisé UCAS, fixent leurs offres conditionnelles à partir de ces notes. Un grade de moins, c'est une place à l'université perdue, une année de retard parfois, ou une orientation par défaut vers une filière que l'élève n'avait pas choisie. Pour des lycéens de 17 ou 18 ans, c'est une décision qui engage les 5 années suivantes. Voilà le mécanisme dans sa brutalité la plus simple. Quand les examens ont été supprimés au printemps 2020, le gouvernement de Boris Johnson a confié à Ofqual une mission en apparence raisonnable, attribuer les notes du baccalauréat britannique à environ 340 000 candidats, selon les chiffres publiés par Ofqual dans son rapport technique d'août 2020, sans que personne ne passe d'épreuve. La solution retenue, un algorithme de standardisation, baptisé Direct Centre Performance. Il croisait les estimations des professeurs avec le classement individuel de chaque élève dans sa classe. Et surtout, il ancrait la distribution finale dans l'historique de performance de l'établissement sur les 3 années précédentes. L'intention avouée était double, éviter une inflation massive des notes par rapport aux années normales et assurer une cohérence entre les établissements. L'angle de cet épisode n'est pas l'erreur technique. Elle est documentée et d'une certaine façon prévisible par quiconque avait lu la documentation d'Ofqual avant le déploiement. Ce qui importe ici est structurel. Qui a capté la valeur de ce système? Qui en a supporté le coût? Et pourquoi les dés étaient pipés avant même que le premier lycéen ouvre son relevé? La standardisation algorithmique ne crée pas les inégalités. Elle les fige dans le marbre administratif, leur confère la force d'un sceau officiel. C'est la différence entre un système qui échoue par accident et un système qui produit exactement ce que sa conception garantissait. Chapitre 2, la mécanique du biais. Un algorithme neutre sur le papier, conçu pour contenir l'inflation des notes. Dans les faits, une machine à reproduire fidèlement les inégalités du passé et à les graver dans les diplômes du présent. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut ouvrir la boîte et regarder le code de près. L'algorithme d'Ofqual fonctionnait en 2 temps distincts. D'abord, les professeurs classaient leurs élèves du meilleur au moins bon à l'intérieur de chaque classe et proposaient une note estimée pour chacun, ce qu'on appelle les Central Assessment Grades, les CAG. Ensuite, le système prenait ce classement et lui appliquait une contrainte forte. La distribution finale des notes dans l'établissement devait ressembler à celle que cet établissement avait obtenue sur les 3 années précédentes. Reformulons autrement, parce que c'est là que le mécanisme se révèle dans toute sa logique perverse. Si ton lycée obtenait en moyenne 25% de mentions très bien sur les 3 dernières années, l'algorithme s'assurait que tu en obtiennes à peu près autant cette année, quelle que soit la qualité réelle de ta cohorte. Promotion exceptionnelle cette année? Tant pis, l'algo ramenait à la moyenne historique. C'est une logique de régression vers la moyenne institutionnelle, appliquée non pas à des populations entières, mais à des individus précis, avec leur nom sur le relevé. Le biais structural apparaît alors dans toute sa clarté, et il tient en une seule observation que l'on peut vérifier dans les données. Cette contrainte s'appliquait différemment selon la taille des classes. Selon l'analyse publiée par la British Educational Research Association, la BERA, et confirmée par l'université de Bristol, les classes de moins de 15 élèves échappaient largement à la standardisation. L'algorithme les jugeait trop petites pour produire des statistiques fiables et laissait donc les notes des professeurs intactes. Ces petites classes sont infiniment plus fréquentes dans les écoles privées britanniques,
les fameux public schools au nom trompeur, que dans les grands lycées publics d'État. C'est la faille qui a transformé un outil de calibration en machine à 2 vitesses. Et elle n'était pas cachée. La documentation technique d'Ofqual, publiée en mai 2020, mentionnait explicitement ce seuil de 15 élèves. Tout décideur qui avait lu le document savait que les petites classes échapperaient à la standardisation. Personne n'a jugé utile d'en informer le public avant le 13 août. Traduction concrète, voilà la scène qui résume tout le problème en 2 individus. Un élève brillant dans une école privée, dans une classe de 8 personnes prenant un A-level de musique, conservait la note de son professeur sans aucune modification. À quelques kilomètres de là, un élève tout aussi brillant dans un grand lycée public de 120 candidats en économie voyait sa note corrigée à la baisse pour correspondre au plafond historique de son établissement. Même niveau réel, même ambition universitaire, destin différent selon le code postal. Selon CNBC, les chiffres confirment ce que la logique suggère. Les élèves des zones défavorisées ont été les plus pénalisés, avec un écart de 10,4 points de pourcentage dans l'obtention des mentions C et au-dessus pour les élèves de bas statut socio-économique, contre 8,3 pour les plus favorisés. L'écart n'est pas massif en valeur absolue, mais il est systématique, et c'est ce caractère systématique qui le rend inacceptable. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la mécanique. Et la mécanique, à ce stade, était parfaitement documentée. L'analyse de la BERA a montré que dans les établissements les plus défavorisés, classés selon l'indice de pauvreté britannique Pupil Premium, le taux de dégradation des notes atteignait 42%, contre 26% dans les établissements les plus aisés, selon les données compilées dans le rapport parlementaire d'octobre 2020 de la commission Education Select Committee. Il y a quelque chose d'une violence froide dans ce mécanisme. Il ne sélectionne pas les mauvais élèves, il sélectionne les mauvais lycées. Et comme les lycées défavorisés ont des résultats historiques inférieurs, précisément parce qu'ils manquent de ressources et d'enseignants stables, l'algorithme prend cette inégalité préexistante, la quantifie et la retourne contre les élèves eux-mêmes. Le passé de l'établissement devient le plafond de chaque individu. C'est exactement l'inverse de ce que l'école publique est censée faire. Chapitre 3. La révolte. Le 13 août 2020, des lycéens envahissent les rues. En 4 jours, un recours juridique est monté et le gouvernement capitule. Comment une génération a fait reculer une décision d'État automatisée ? Le 13 août 2020 est un jeudi. Les résultats des A-Level tombent le matin et les réseaux sociaux s'embrasent avant même la fin de la matinée. Sur Twitter, le hashtag #FuckTheAlgorithm devient viral en quelques heures. Pas une métaphore journalistique, c'est la phrase exacte sur les pancartes des manifestants qui convergent vers le Department for Education et Downing Street dans les jours qui suivent. Ce qui distingue cette protestation de beaucoup d'autres mobilisations lycéennes est sa précision conceptuelle. Les élèves qui défilent ne protestent pas contre une injustice vague, ils contestent un mécanisme qu'ils ont compris et un biais qu'ils peuvent nommer. Une élève de Westminster, citée par plusieurs médias, le dit avec une économie de mots remarquable. Le problème, c'est la pauvreté et le racisme encodés dans un tableur. C'est un langage d'audit, pas de manifeste, et c'est précisément ce registre qui donne de la puissance à leur colère, parce qu'il ne peut pas être balayé comme une réaction émotionnelle. Parallèlement aux manifestations dans la rue, une autre mécanique s'enclenche dans les cabinets d'avocats. L'organisation Foxglove, une ONG de justice technologique fondée pour contester l'usage des algorithmes par les institutions publiques, prend en charge le dossier de Curtis Parfitford. Ce lycéen d'Ealing, banlieue ouest de Londres, a vu sa note abaissée par l'algorithme. Foxglove s'associe au cabinet Lee Day, spécialisé dans les recours en droit public, et monte un dossier de contrôle juridictionnel, un Judicial Review. La question posée au tribunal, l'algorithme d'Ofqual est-il légal au regard des pouvoirs que la loi confère aux régulateurs ? Le 17 août, selon le communiqué de presse publié ce jour-là par l'organisation Foxglove, une lettre de mise en demeure précontentieuse est envoyée au gouvernement. Le document explique en détail pourquoi l'algorithme dépasse les pouvoirs légaux d'Ofqual et viole des principes fondamentaux de l'état de droit britannique. 4 juristes la signent, dont David Wolf Casey au cabinet Matrix Chambers et Estelle Dehon au cabinet Cornerstone Barristers. Le dossier Foxglove était particulièrement solide sur un point précis. Ofqual n'avait pas le pouvoir légal d'utiliser l'historique d'un établissement pour modifier la note individuelle d'un élève qui n'avait jamais participé à la construction de cet historique. C'était une substitution de sujet juridique, attribuer à un individu les conséquences statistiques d'une collectivité à laquelle il n'appartenait pas encore. Ce même 17 août, 4 jours après la publication des résultats, le ministre de l'Éducation Gavin Williamson annonce le volte-face complet.
le gouvernement abandonne les notes de l'algorithme et adopte les notes prédites par les enseignants, les CAG, comme base officielle des résultats. Ce que les médias britanniques ont unanimement qualifié de l'un des plus grands revirements éducatifs de l'histoire du pays. Foxglove était à moins de 24 heures du dépôt formel de sa requête devant la High Court. Ce qui s'est joué du 13 au 17 août tient en 4 jours et une leçon de stratégie que peu d'organisations de plaidoyer maîtrisent aussi bien. La pression de rue et la pression juridique se sont conjuguées avec une précision redoutable, l'une créant le contexte médiatique et politique, l'autre fournissant le mécanisme de sortie. Le gouvernement ne pouvait ni ignorer les manifestations, ni risquer une décision de justice qui aurait annulé l'algorithme en public, avec tous les documents qui auraient été rendus publics dans la procédure. Capituler politiquement était ainsi plus acceptable que de résister. Chapitre 4. La question qui reste. Un ministre démissionnaire 13 mois plus tard, un régulateur jamais sanctionné, une chaîne de responsabilité introuvable. La vraie leçon de l'affaire Ofqual n'est pas dans le code, elle est dans l'opacité organisée qui a permis que personne ne rende compte. Une fois le volte-face prononcé, les notes des enseignants ont été officiellement reconnues comme résultats finaux. Les universités ont reçu l'instruction d'UCAS d'honorer les admissions conditionnelles fondées sur ces nouvelles notes, même pour les étudiants qui avaient déjà été refusés dans les jours précédents. Des milliers de places ont été réattribuées, et Gavin Williamson, le ministre signataire de la politique qui avait confié les notes à l'algorithme, est resté en poste encore 13 mois avant d'être remplacé dans le remaniement ministériel de septembre 2021. Ofqual n'a jamais été sanctionné. Personne n'a formellement rendu des comptes devant une instance quelconque. Le rapport d'évaluation indépendant commandé par le gouvernement lui-même, le rapport Cressida, concluait en décembre 2020 que le processus de décision avait manqué de transparence et que les risques d'équité n'avaient pas été adéquatement anticipés ni communiqués. Des recommandations ont été formulées, aucune n'a donné lieu à des mesures disciplinaires. C'est là que l'angle structurel de cet épisode prend toute sa charge. Dans un système d'évaluation algorithmique, la chaîne de responsabilité est volontairement opaque. Le gouvernement a commissionné Ofqual qui a conçu le système, lequel a produit des notes que personne n'assumait vraiment. Et quand les dégâts sont apparus, chacun a pu pointer vers le maillon précédent. Le ministre vers le régulateur vers la méthode statistique, la méthode vers les contraintes imposées par le politique. Cette opacité n'est pas une défaillance accidentelle, c'est l'une des fonctions implicites du dispositif. Elle explique pourquoi les systèmes de décision algorithmiques sont politiquement attractifs. Ils permettent d'externaliser des décisions douloureuses vers une entité sans visage, impossible à convoquer devant un comité parlementaire et sans siège à perdre lors d'une élection. L'algorithme absorbe la controverse. Le politique encaisse le crédit quand ça marche et charge le code quand ça rate. La tension entre lutte contre l'inflation des notes et équité mérite qu'on s'y arrête parce que le gouvernement avait une raison légitime de s'inquiéter. Les estimations des enseignants, collectées en urgence au printemps 2020, montraient une inflation spectaculaire par rapport aux années précédentes. Les notes proposées par les profs étaient systématiquement plus hautes que les résultats historiques des mêmes établissements. Une partie de l'intention d'Ofqual était donc de contenir cette inflation pour préserver la valeur des diplômes sur le marché du travail et à l'entrée des universités. Le problème n'était pas l'intention, c'était la méthode. Stabiliser la distribution au niveau de l'établissement, transformer un outil de calibration statistique en machine à perpétuer les hiérarchies scolaires existantes. Ce n'est pas la question peut-on utiliser des algorithmes en éducation qui compte. On le fait partout, des algorithmes d'affectation universitaire au système de détection de plagiat. La vraie question est plus étroite. Qui porte le coût de l'erreur algorithmique ? Dans l'affaire Ofqual, les lycéens des établissements défavorisés ont porté l'intégralité du coût d'une décision systémique qu'ils n'avaient pas prise. Les lycéens des écoles privées ont capté l'intégralité du bénéfice du même système. Sans que personne n'ait formellement décidé qu'il en serait ainsi, c'est la mécanique du biais silencieux. Chapitre 5. Ce que ça change. Ofqual 2020 n'est pas une anomalie historique, c'est un précédent. La première fois qu'une foule a fait reculer un algorithme d'État, et ce que ça dit de la bataille à venir autour des systèmes automatisés qui décident de nos vies. Revenons aux lycéens de Birmingham du début. Avec le volte-face du 17 août, il a récupéré la note estimée par son professeur. Il a pu présenter sa candidature à l'université de son choix. Mais il a aussi appris quelque chose que les manuels d'éducation civique n'enseignent pas, qu'une décision automatisée n'est ni neutre, ni gravée dans le marbre, et qu'elle peut reculer.
L'affaire Ofqual est entrée dans les annales pour plusieurs raisons qui dépassent largement l'éducation. C'est la première fois, à cette échelle, qu'une mobilisation citoyenne adossée à un recours juridique a obtenu l'annulation d'une décision algorithmique d'État en moins d'une semaine. Ce précédent n'a pas été ignoré. Le travail de Foxglove a alimenté les débats dans plusieurs pays européens sur ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à l'explication, le droit pour un citoyen de comprendre et de contester une décision automatisée qui le concerne. Dans ce sillage, le futur cadre européen de régulation des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, connu sous le nom d'AI Act, cite explicitement les systèmes d'évaluation scolaire parmi les usages à surveiller en priorité. En Grande-Bretagne elle-même, le cas Ofqual a directement influencé les travaux du Centre for Data Ethics and Innovation, l'équivalent britannique d'une autorité de régulation de l'IA, qui a intégré la notion de fairness by design dans ses recommandations de 2021, selon son rapport annuel publié en mars 2022. Autrement dit, l'équité comme contrainte de conception, pas comme vérification a posteriori. La leçon structurelle n'est pas que les algorithmes sont mauvais ou que les professeurs sont toujours bons. Les deux lectures sont trop simples. C'est que tout algorithme de décision publique encode des priorités politiques, qu'elles soient assumées ou non, et que ces priorités doivent être explicitées, débattues, soumises à un contrôle démocratique, exactement comme n'importe quelle autre politique publique. L'opacité algorithmique n'est pas une propriété technique inévitable. C'est souvent un choix de déploiement qui profite à ceux qui décident et pénalise ceux qui subissent. Il y a un paradoxe que cet épisode laisse délibérément ouvert parce qu'il est honnête. Les notes des enseignants, adoptées en urgence comme solution de remplacement, ont elles aussi montré une inflation réelle et significative, bien plus élevée que les années précédentes. Ce qui signifie que ni l'algorithme seul, ni les enseignants seuls ne disposaient d'un étalon parfait pour cette situation sans précédent. La vraie question n'était pas algorithme ou humain. Elle était comment concevoir un système de décision qui soit équitable dans ses effets, transparent dans ses mécanismes, actionnable dans ses recours quand il se trompe. Le gouvernement britannique de 2020 ne se l'est jamais posé sérieusement avant de déployer l'algorithme. En 2020, selon le rapport technique d'Ofqual publié en août de cette année-là, environ 340 000 lycéens britanniques ont été les cobayes involontaires d'une réponse de crise improvisée. Un système déployé sans test préalable ni audit public indépendant et dont le déploiement n'avait fait l'objet d'aucune consultation démocratique. La révolte qui a suivi n'était pas seulement une protestation contre des notes injustes. C'était la première fois qu'une génération entière levait collectivement la main pour réclamer quelque chose de précis, comprendre comment les décisions automatisées qui nous concernent sont construites et disposer d'un recours réel quand elles se trompent. C'est une exigence de transparence algorithmique, formulée en creux sur une pancarte, mais qui a depuis irrigué le droit, la régulation et les débats parlementaires dans toute l'Europe. Vous écoutiez quand un algorithme a noté le bac. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous. Il y a encore beaucoup d'algorithmes qui méritent qu'on leur pose les bonnes questions.